La nuit dernière, à Mexico, aurait dû rester dans les mémoires uniquement comme l'une des plus grandes soirées de l'histoire du football de ce pays. Au lieu de cela, elle restera associée à la fois à une joie immense et à une douleur insupportable. Et elle est désormais devenue une affaire qui dépasse largement le terrain, jusqu'à atteindre directement le bureau de la présidente elle-même. Voici ce qui s'est réellement passé, pourquoi cette histoire compte bien au-delà du sport, et pourquoi les retombées politiques de cette seule nuit pourraient quant à finir par peser sur tout le reste de cette Coupe du Monde organisée sur le sol mexicain. Commençons par le match, car ce qui s'est produit ensuite ne peut se comprendre qu'en mesurant l'ampleur de cette victoire pour tout un pays. Le Mexique affrontait l'Équateur en 16e de finale au stade Azteca, et cette étape précise hantait la sélection nationale depuis 40 longues années. Le Mexique n'avait plus remporté le moindre match à élimination directe en Coupe du Monde depuis 1986, la dernière fois que le tournoi s'était joué sur le sol mexicain. 4 décennies d'élimination prématurée, de désillusion, d'un pays fou de football qui échouait au moment même où tout comptait le plus. C'était ce poids-là que chaque joueur portait sur ses épaules en entrant sur la pelouse, sous les projecteurs. Ils ne se sont pas contentés de gagner, ils ont dominé. Le match avait déjà été retardé d'environ 1 heure à cause d'un violent orage électrique qui avait traversé la capitale, mais une fois le ciel dégagé, le Mexique a semblé inarrêtable. Gilberto Mora, un joueur de 17 ans, a livré une prestation bien au-dessus de son âge, maîtrisant le tempo comme un footballeur 2 fois plus expérimenté. Le premier but est venu d'une passe parfaitement glissée dans l'intervalle, envoyant Julián Quiñones dans l'espace avant qu'il ne propulse le ballon sous la barre, au fond des filets. Quelques minutes plus tard, l'attaquant vétéran Raúl Jiménez a profité d'une erreur défensive pour inscrire le 2-0. Le score n'a plus bougé, envoyant le Mexique en 8e de finale, où il affrontera désormais l'Angleterre dimanche prochain, à nouveau dans ce même Azteca. Pour le sélectionneur Javier Aguirre, ce moment portait une charge personnelle que la plupart des supporters n'avaient même pas envisagée. 2 des éliminations précoces les plus douloureuses du Mexique avaient eu lieu alors qu'il dirigeait l'équipe, en 2002 et en 2010. Après la rencontre, il a expliqué appartenir à une génération de joueurs et d'entraîneurs qui n'avaient jamais réussi à faire franchir à son pays cet obstacle précis, ajoutant qu'aucune victoire de sa carrière n'était comparable à celle-ci parce qu'elle avait eu lieu à domicile, devant son propre peuple, pendant quelques heures. Ce fut vraiment de la joie pure. Le stade Azteca tremblait. Le pays tout entier semblait exploser d'un seul mouvement. Et c'est précisément ce qui rend la suite si dévastatrice. Car quelques instants à peine après le coup de sifflet final, bien plus d'1 million de personnes ont envahi les rues du centre de Mexico pour célébrer. L'épicentre se trouvait sur le Paseo de la Reforma, la grande avenue centrale de la capitale, ainsi que dans le secteur entourant l'emblématique monument de l'Ange de l'Indépendance. Les supporters s'y rassemblaient depuis bien avant midi, après avoir attendu sous la pluie et pendant le retard causé par l'orage, simplement pour faire partie de l'histoire. Les autorités municipales avaient déjà fermé plus de 2 kilomètres de chaussée, installé des écrans géants et anticipé une fête immense, désordonnée, difficile à contenir. Quelque part au cœur de cette foule dense et euphorique, la célébration a basculé en catastrophe. Selon le ministère de la Santé de Mexico, les équipes de secours ont été envoyées sur 3 sites distincts près du Paseo de la Reforma après des signalements de personnes inconscientes dans la foule. Un homme de 44 ans et une femme de 19 ans ont reçu des soins avancés de réanimation directement dans la rue, mais tous deux sont finalement morts par suffocation. Une troisième victime, une femme de 48 ans, a été prise en charge à proximité avant de mourir plus tard à l'hôpital, également par asphyxie. Plus tard dans la même journée, les autorités sanitaires de la ville ont confirmé un 4e décès. Un homme d'une trentaine d'années, transporté à l'hôpital avec de graves crises convulsives, des convulsions et une hémorragie gastro-intestinale. Il a fait un arrêt cardiaque et est mort peu après son arrivée.
4 personnes qui avaient quitté leur domicile ce soir-là simplement pour célébrer un match de football ne sont jamais rentrées. Le mot suffocation dit presque tout de la mécanique sinistre de ce qui s'est produit. Lorsqu'une foule devient trop nombreuse et trop compacte, les personnes peuvent être comprimées avec une telle force que leur cage thoracique ne peut plus physiquement se déployer pour respirer. Il n'est même pas nécessaire que quelqu'un tombe. Le seul poids, la seule pression d'une masse de corps qui avance, recule et se déplace peut être mortelle en soi. Et cela peut arriver au milieu de ce qui, vu depuis quelques rues plus loin, ressemble encore à un pur moment de bonheur. Des médias locaux ont suggéré, sans confirmation officielle, que le mouvement de foule aurait pu être déclenché par des feux d'artifice ou des engins pyrotechniques allumés quelque part au milieu de la foule, provoquant une panique soudaine. Selon cette version des faits, qui reste un récit non vérifié et non une conclusion confirmée, des personnes se seraient mises à courir. Dans cette poussée brutale, certaines seraient tombées et auraient été piétinées, tandis que d'autres seraient restées coincées sur place, incapables de bouger. Des images diffusées plus tard en ligne semblaient montrer des personnes comme près du monument de l'Ange de l'Indépendance, piégées et ballottées, impuissantes par l'élan de la foule, ainsi que d'autres vidéos montrant des bagarres isolées au milieu de canettes, de bouteilles et d'alcool renversés sur le sol. Le contraste ne pouvait pas être plus cruel. À quelques rues de distance, une foule chantait et scandait sa joie devant le plus grand résultat du football mexicain depuis des décennies, tandis que des ambulanciers pratiquaient un massage cardiaque sur le trottoir. Voici maintenant la partie de l'histoire qui est devenue profondément politique et qui, franchement, doit être discutée avec lucidité. Cette tragédie était, dans une certaine mesure, prévisible, et les autorités mexicaines avaient déjà tenté de l'éviter, car ce n'était pas la première immense célébration de rue de cette Coupe du Monde. Les foules avaient grossi à chaque victoire mexicaine, à mesure que le pays, hôte, avançait dans la phase de groupe. Dans les semaines précédant ce match, le gouvernement de Mexico, dirigé par la maire Clara Brugada, avait déjà pris de vraies mesures pour rendre ces célébrations plus sûres. Les autorités avaient interdit la vente d'alcool les jours de match. Elles avaient ajouté davantage d'écrans géants dans la ville et les avaient volontairement espacés afin d'éviter la formation de dangereux points d'étranglement au même endroit. Avant ce match précis, la maire avait publiquement appelé les supporters qui comptèrent se rassembler près de l'Ange de l'Indépendance à se rendre ailleurs, avertissant que les foules y devenaient déjà trop importantes et trop dangereuses pour être gérées en toute sécurité. Autrement dit, les autorités de la ville ont vu venir ce danger exact. Elles ont tenté de s'organiser pour le contourner. Et 4 personnes sont tout de même mortes. C'est la réalité politique brutale et sobre qui se présente désormais au gouvernement mexicain. Mexico est l'une des régions métropolitaines les plus densément peuplées de la planète, avec plus de 20 millions d'habitants dans un pays qui vit et respire ce sport avec une intensité que l'on retrouve rarement ailleurs dans le monde. Quand bien plus d'1 million de supporters euphoriques se retrouvent comprimés sur quelques kilomètres d'une seule avenue, la frontière entre fête et désastre devient extrêmement mince et aucune planification ne peut éliminer totalement ce risque. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'est exprimée publiquement sur les décès et a confirmé que le parquet fédéral ouvrirait une enquête officielle pour déterminer précisément ce qui avait mal tourné cette nuit-là. Elle a indiqué que les autorités réévalueraient les protocoles de gestion des foules avant le prochain match du Mexique contre l'Angleterre, dimanche, reconnaissant que les plans de sécurité en place n'avaient clairement pas suffi. De son côté, la maire Brugada a présenté ses condoléances directement aux familles des victimes sur les réseaux sociaux, écrivant que la ville leur adressait sa plus profonde compassion et appelant les habitants, à l'avenir, à célébrer avec davantage de responsabilité, de considération et d'empathie pour les personnes autour d'eux. Ce n'est pas non plus un problème politique isolé pour l'administration Sheinbaum. Il s'inscrit dans un débat plus large, toujours en cours au Mexique,
sur la question de savoir si le gouvernement était réellement prêt à accueillir un tournoi d'une telle ampleur. Si vous avez suivi l'histoire de cette Coupe du Monde au Mexique, ce schéma précis, une joie presque immédiatement assombrie par le chaos dans la capitale, vous paraît peut-être déjà douloureusement familier. Le match d'ouverture du Mexique dans le tournoi avait lui-même été entouré de troubles, avec des protestations près du stade et des désordres dans les rues voisines, alimentés en partie par la frustration autour du prix des billets, des coûts de sécurité et des perturbations que l'organisation du tournoi impose à la vie quotidienne des habitants. Depuis le premier jour, l'histoire des matchs du Mexique ne s'est jamais limitée à ce qui se passe sur le terrain. Elle concerne aussi ce qui se déroule hors des murs du stade, dans les rues, au milieu des foules, et la capacité réelle des responsables de la sécurité publique à suivre le rythme d'une passion nationale brute, immense, débordante, celle d'un pays fou de football qui accueille le monde entier en même temps. La nuit dernière, tragiquement, cette question persistante a reçu sa réponse la plus douloureuse à ce jour. Il existe une autre dimension à comprendre, car les enjeux politiques de cette Coupe du Monde dépassent une seule nuit tragique. Le Mexique, les États-Unis et le Canada co-organisent ce tournoi, la première Coupe du Monde jamais partagée par 3 pays, et les responsables mexicains l'ont traité dès le départ comme une occasion de présenter la capitale à une audience télévisée mondiale de littéralement plusieurs milliards de personnes. Ce type de pression modifie subtilement la prise de décision. Lorsqu'un gouvernement veut à tout prix montrer au monde une image impeccable et festive, il peut hésiter à imposer les mesures de contrôle des foules les plus directes et les plus restrictives, pourtant souvent recommandées par les experts en sécurité. Fixer des plafonds stricts au nombre de personnes autorisées dans une même place, ou fermer entièrement un lieu de rassemblement très apprécié au lieu de simplement déconseiller aux gens de s'y rendre. Mexico a tenté une voie intermédiaire. Interdire la vente d'alcool, répartir les écrans, avertir publiquement les supporters d'éviter l'ange de l'indépendance. C'était un effort raisonnable, de bonne foi. Il n'a simplement pas suffi lorsque plus d'1 million de personnes ont décidé d'elles-mêmes que c'était là qu'elles voulaient être. Cet écart entre la planification et la réalité se retrouve désormais directement sur le bureau de la présidente Sheinbaum, à un moment politiquement sensible pour son administration. Son gouvernement a passé une grande partie de l'année écoulée à gérer une relation difficile avec Washington autour de la politique commerciale, du contrôle des frontières et des droits de douane, tout en essayant de présenter le Mexique au monde comme un co-organisateur moderne et compétent du plus grand événement sportif de la planète. Une tragédie très médiatisée, relayée par les chaînes d'information internationales, au moment même où les regards du monde se tournaient vers Mexico, est exactement le genre de récit que son administration ne voulait pas voir associé à ce tournoi. La manière dont son gouvernement mènera l'enquête et la présence ou non de changements réels et visibles avant le match de dimanche contre l'Angleterre pèseront probablement beaucoup plus sur la perception publique de sa gestion de cette Coupe du Monde que n'importe quel but marqué sur la pelouse. Il faut aussi replacer cette tragédie dans un contexte plus large, car les mouvements de foule meurtriers liés à de grandes célébrations sportives ne sont malheureusement pas propres au Mexique. Des catastrophes similaires se sont produites dans des villes du monde entier lorsque des foules euphoriques, une infrastructure urbaine dense et de petits éléments déclencheurs, feux d'artifice, brusques poussées ou simples goulots d'étranglement au coin d'une rue étroite se combinent exactement au mauvais moment. Les chercheurs spécialisés dans la sécurité des foules avertissent depuis longtemps qu'un rassemblement de plus d'1 million de personnes concentrées sur quelques kilomètres d'avenues urbaines dépasse largement le seuil où le maintien de l'ordre classique et la planification événementielle habituelle peuvent empêcher une tragédie de manière fiable, même avec les meilleures intentions. C'est précisément la leçon inconfortable à laquelle Mexico est confronté en temps réel, avec seulement quelques jours pour agir avant l'arrivée possible d'une nouvelle vague de célébration. La FIFA elle-même n'a pas rendu public de nouvelles consignes de sécurité précises en réponse au décès, même si les organisateurs du tournoi ont reconnu la tragédie et présenté leurs condoléances aux familles des victimes,
selon des déclarations relayées par les médias mexicains et internationaux. Puisque la FIFA et les comités d'organisation locaux partageant la responsabilité de la planification de la sécurité publique autour des projections officielles et des zones de supporters, des questions devraient être posées dans les prochains jours sur la coordination entre l'instance mondiale et le gouvernement local de Mexico. Il reste toutefois important de noter que les décès sont survenus en dehors de toute zone officielle de supporters de la FIFA, dans une célébration de rue spontanée et non officielle que les autorités n'ont jamais pleinement contrôlée. Pendant ce temps, le football continue, presque brutalement, selon le calendrier prévu. La récompense du Mexique après sa victoire contre l'Équateur est un choc très attendu en huitième de finale contre l'Angleterre, de retour au stade Azteca dimanche prochain, le 5 juillet. L'Angleterre a atteint ce stade après une victoire nerveuse, 2-1, contre la République démocratique du Congo, arrachée seulement en fin de match grâce à un doublé de Harry Kane. Pour les supporters mexicains, battre l'Angleterre représenterait un exploit encore plus grand que vaincre l'Équateur, avec la possibilité d'envoyer ce pays co-organisateur en quart de finale d'une Coupe du Monde disputée en grande partie sur son propre sol pour la première fois depuis 1986. C'est précisément pour cette raison que les enjeux de sécurité autour des foules ce week-end sont bien plus élevés qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours. Personne au sein du gouvernement de Mexico ne veut devoir expliquer une tragédie répétée après une victoire encore plus grande devant une foule encore plus nombreuse, alors que tout le monde du football observe déjà la ville de près à cause de ce qui s'est produit cette semaine. Certains supporters et commentateurs en ligne ont avancé une théorie, non confirmée et traitée ici uniquement comme une spéculation et non comme un fait, selon laquelle les feux d'artifice qui auraient pu déclencher la panique de mardi soir auraient été allumés délibérément par un petit groupe cherchant à amplifier l'ambiance festive pour créer du contenu sur les réseaux sociaux, plutôt que dans le cadre organisé d'un programme officiel. Si cela était vrai, cela poserait d'autres questions sur la manière dont des engins pyrotechniques non réglementés peuvent circuler aussi librement au milieu de foules de cette taille. Mais les autorités n'ont pas confirmé cette version, qui doit être considérée strictement comme une rumeur non vérifiée circulant parmi les supporters et non comme un fait établi. Un autre schéma historique mérite également d'être souligné, et des commentateurs mexicains ont commencé à l'évoquer depuis mardi soir. Mexico a déjà connu d'immenses célébrations de rue, notamment pendant la Coupe du Monde 2018 en Russie, lorsque l'équipe masculine mexicaine avait battu l'Allemagne, championne du monde en titre, en phase de groupe. Cette victoire avait provoqué à travers Mexico des scènes de fête si intenses que des stations de surveillance sismique auraient détecté des secousses compatibles avec un séisme artificiel causé simplement par les sauts et les cris collectifs des supporters dans les rues. Personne n'était mort cette nuit-là, mais l'ampleur de cette réaction aurait dû servir d'avertissement précoce sur la puissance physique que peuvent prendre ces célébrations spontanées dès que la sélection nationale réussit sur la plus grande scène du monde. 8 ans plus tard, avec une Coupe du Monde effectivement jouée à domicile pour la première fois depuis 1986, cette même intensité s'est révélée mortelle. Cette tragédie soulève aussi des comparaisons difficiles avec d'autres catastrophes meurtrières liées à de grands événements sportifs ailleurs dans le monde au cours des dernières décennies. Des incidents où les enquêteurs ont ensuite conclu qu'une planification insuffisante des flux de foule, des points de passage trop étroits et une réponse d'urgence tardive avaient transformé la célébration en drame en quelques minutes. Les experts de la sécurité des foules s'accordent généralement à dire qu'au-delà d'environ 6 personnes par mètre carré, les individus perdent toute maîtrise réelle de leurs propres mouvements, emportés par l'élan collectif de ceux qui les entourent. Les vidéos de mardi soir autour de l'Ange de l'Indépendance semblaient montrer précisément ce niveau de densité dans certaines zones de la foule. C'est pourquoi certains défenseurs de la sécurité au Mexique demandent désormais des plafonds numériques stricts sur le nombre de personnes autorisées à entrer dans cette place précise à l'avenir, plutôt que les avertissements publics plus souples et les restrictions d'alcool utilisées cette fois-ci.
Reste à savoir si le gouvernement de Mexico adoptera quelque chose qui ressemble à un plafond strict avant le match de dimanche contre l'Angleterre. La question touche directement au débat mexicain sur les libertés publiques, car restreindre le rassemblement libre dans un espace historiquement important comporte ses propres sensibilités politiques dans un pays où le monument de l'Ange de l'Indépendance sert depuis longtemps de point de rassemblement, à la fois pour les célébrations et pour les protestations. Trouver l'équilibre entre la sécurité publique et le droit des citoyens à se rassembler librement dans l'un des lieux les plus symboliques du pays est exactement le type de compromis politique difficile que l'administration Sheinbaum et le gouvernement municipal de Brugada doivent désormais résoudre en quelques jours, et non en quelques mois. Pour les spectateurs américains qui suivent ce tournoi depuis le nord de la frontière, cette histoire porte aussi un avertissement plus discret. Les États-Unis accueillent la majorité des plus grands matchs de cette Coupe du Monde, y compris la finale elle-même, prévue au MetLife Stadium dans le New Jersey plus tard ce mois-ci. Des villes comme New York, Los Angeles, Dallas et Seattle préparent leurs propres espaces de visionnage public et zones de supporters pour les phases à élimination directe, et les organisateurs d'événements américains observeraient de très près ce qui s'est produit à Mexico, comme une étude de cas de ce qui peut mal tourner lorsqu'une célébration publique très populaire dépasse les infrastructures conçues pour l'accueillir en toute sécurité. Si l'équipe masculine des États-Unis continue d'avancer dans la phase à élimination directe, des foules immenses similaires sont tout à fait plausibles dans les villes américaines au cours des 2 prochaines semaines et les responsables locaux seront soumis à une pression réelle pour montrer qu'ils ont tiré une leçon concrète de ce qui vient de se passer au sud de la frontière. Soyons donc clairs sur la responsabilité, sur ce qu'elle recouvre et sur ce qu'elle ne recouvre pas, car cette distinction est essentielle en ce moment. Les supporters sortis ce soir-là n'ont absolument rien fait de mal en aimant leur équipe nationale. Célébrer une victoire véritablement historique est l'un des élans les plus humains et les plus beaux qui soient. L'immense majorité de cette foule de plus d'1 million de personnes voulait simplement partager avec ses compatriotes un moment inoubliable de joie collective. Cette histoire n'a jamais été celle de gens qui auraient trop célébré. C'est une histoire de sécurité des foules à une échelle presque sans précédent, de la manière dont une ville protège un océan d'êtres humains lorsque le rêve de plusieurs décennies, d'un pays entier, se réalise d'un seul coup, et des questions dures, inconfortables, auxquelles il faut désormais répondre avant la prochaine vague de célébration ce week-end. Si le Mexique bat l'Angleterre dimanche à l'Azteca et atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde qu'il co-organise, les rues de Mexico se rempliront à nouveau, presque certainement avec encore plus de monde et encore plus de bruit. Les autorités municipales, avec les autorités fédérales travaillant aux côtés du bureau de la présidente Sheinbaum, portent désormais une responsabilité immense et très publique. Faire en sorte que la prochaine grande nuit de l'histoire du football mexicain ne se termine pas comme celle-ci. Selon certains rapports, le gouvernement de Mexico examine déjà des options qui pourraient inclure des barrières supplémentaires, un déploiement plus important de personnel médical d'urgence directement à l'intérieur des zones de foule, plutôt que uniquement à leurs abords, une surveillance en temps réel de la densité des rassemblements, grâce à des systèmes de caméras, et peut-être le déplacement des plus grands écrans loin de l'Ange de l'Indépendance, vers des espaces publics plus larges et plus ouverts, mieux adaptés à l'accueil sécurisé de foules immenses. Aucune de ces mesures n'a été officiellement finalisée au moment où ces lignes sont écrites, et les détails devraient être annoncés plus près du coup d'envoi de dimanche. Ce qui est certain, c'est ceci. Mexico dispose maintenant de quelques jours pour repenser en profondeur la manière de gérer une foule plus nombreuse que la population de la plupart des villes américaines, rassemblée volontairement et joyeusement sur quelques pâtés de maison sans billets, sans portail d'entrée et sans moyen simple de contrôler combien de personnes se présentent. C'est un problème extraordinairement difficile à résoudre à court terme pour n'importe quelle municipalité, et c'est désormais le problème placé au centre même de la politique mexicaine alors que cette Coupe du Monde entre dans sa phase la plus intense.
Pour l'instant, pourtant, 4 personnes sorties simplement pour célébrer la plus grande nuit de football de leur pays depuis 40 ans ne rentreront pas chez elles. Au milieu des buts, du drame et des immenses surprises qui définissent ce tournoi, c'est cette partie de l'histoire qu'il faut retenir aujourd'hui. Et c'est aussi cette partie sur laquelle la direction politique du Mexique sera désormais jugée dans les jours à venir. Nos pensées restent avec les familles de ceux qui ont perdu la vie et avec la ville de Mexico qui pleure tout en se préparant, presque impossible paradoxe, à célébrer de nouveau ce week-end. S'il y a une chose simple et pratique à retenir de cette histoire, c'est celle-ci. Quand les célébrations reviendront, et pour le Mexique elles reviendront très probablement bientôt, veillez sur les personnes autour de vous. Restez attentifs, restez ensemble et restez en sécurité.